concerne l'organisation des relations sociales chez les chevaux et chez les ânes. Je vais suivre le plan suivant, introduction, puis ce qui se passe chez les chevaux, ce qui se passe chez les ânes et un ou deux cas particuliers. Donc sur cette photo qui a été prise sur le Cosméjean où il y a des chevaux de Przewalski sauvages qui pâturent, on est quasi sûr que l'on voit au moins deux groupes familiaux de chevaux pâturant les uns à côté des autres. La domestication du cheval est relativement récente. Et est-ce que c'est cela qui expliquerait que les chevaux domestiques ont les mêmes comportements sociaux que les chevaux férots ou les chevaux dits marrons, c'est-à-dire les chevaux retournés à l'état sauvage, exemple Mustang aux États-Unis ou Brumbies en Australie, et que les chevaux de Przewalski, qui sont une espèce ou une sous-espèce un petit peu différente. On va parler ensuite de domaine vital. Et qu'est-ce que c'est qu'un domaine vital? C'est l'espace où l'animal vit ordinairement et qui suffit à répondre à ses besoins primaires. C'est-à-dire qu'il n'est pas compter une incursion un peu plus lointaine qui, qui est rare. Et qu'est-ce que c'est qu'un territoire? C'est la part du domaine vital qui est défendue par l'animal, soit physiquement, enfin par une certaine agressivité vis-à-vis d'autres animaux, soit par des marquages ou des chants ou des vocalisations. Alors, est-ce que les chevaux ont un domaine vital? Oui, ça c'est sûr, puisque toute espèce a un domaine vital. Et est-ce que ce domaine vital est défendu? Eh bien, non. En fait, pour les chevaux et deux espèces de zèbres, qui sont là ci-dessous, il n'y a pas de territoire défendu. Et les équidés s'organisent en groupes familiaux stables. Alors que pour les ânes domestiques, les ânes sauvages d'Afrique et d'Asie, et une espèce de zèbre qui est le zèbre de Grévy, en fait, ces animaux s'organisent autrement et ont un territoire, des groupes sociaux plus instables, sauf entre la mère et le jeune. Donc, nous allons commencer par l'organisation sociale des chevaux. Et donc, il s'agit d'une structure sociale stable et multi-âge basée sur deux types de groupes. D'une part, les groupes comportant un mâle reproducteur et ses juments, en général une à trois juments, et tous leurs jeunes, ce qui fait à peu près un groupe d'une dizaine d'animaux. C'est donc ici, figuré ici, dans ce cercle. Et puis, en fait, on a le groupe des étalons célibataires qui récupèrent tous les mâles en surplus. Les jeunes, les très jeunes, les jeunes qui pourraient prendre une famille, et puis les étalons blessés et âgés. Et donc, en fait, comment se passent les mouvements, principalement des jeunes animaux, entre les groupes? Quand les jeunes femelles ou les jeunes mâles atteignent la puberté, en général vers 2 ans,
ils partent du groupe ou ils sont exclus du groupe. En général, les jeunes femelles ont tendance à aller dans les familles d'à côté, là où il y a déjà des étalons reproducteurs, et les jeunes mâles partent en stage, je dirais, vers le groupe des étalons célibataires pour acquérir de la force, de la maturité et aussi sans doute euh, de la richesse sociale. Hein. Tout ceci est assez schématique, hein, évidemment, je ne rentre pas du tout dans les détails. Au sein de ces groupes, il y a différents types de relations, on va parler de certaines, parce qu'on va parler de hiérarchie. Et donc, pour qu'il y ait hiérarchie, il y a dominance de certains individus sur d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est que la dominance? C'est en fait l'accès privilégié à une ressource particulière d'alimentation, d'abri, de partenaires sexuels. Cette dominance se voit parce que l'individu dominant va mordre, donner des coups de pied, des ruades, charger l'individu dominé, mais cela peut se voir par des signaux beaucoup plus discrets, menaces de la tête, de ruades, de morsures, euh, où l'animal dominant lève juste un peu la tête, se déplace un tout petit peu ou couche un tout petit peu les oreilles. Et ces signes sont d'autant plus discrets que le troupeau est stable et que la hiérarchie est bien établie. Pour le dominer, donc la soumission, évidemment, c'est des signes plus discrets. L'animal va éviter, laisser passer, attendre, comme ici, dans ce cas-là, pardon, où en fait on avait mis un, un peu de grain au milieu d'un troupeau de juments et en fait les dominantes sont venues manger et la dominée est restée là à attendre et n'a jamais pu avoir accès à ce grain. Et chez les jeunes, les poulains font du snapping vis-à-vis des adultes, sauf de leur mère, notamment des jeunes mâles vis-à-vis de l'étalon du groupe. Mais en général, donc les jeunes vis-à-vis des adultes. Et le snapping, il n'y a pas de terme en français. Hein. Vous avez ici le poulain qui est en train d'en faire un. Souvent, là, la tête est tendue. Alors, les gens disent qu'il mâchouille, mais ce n'est pas tout à fait ça. En fait, il claque un peu de la bouche avec l'encolure étendue. Et ce serait un signe de soumission. Et puis, très important également dans un groupe, c'est les relations d'affinité. Donc, comment est-ce qu'on les mesure, comment on les voit? Eh bien, on a du toilettage mutuel, comme ici, à, à gauche, des positions tête-bêche, notamment quand il y a des mouches, mais aussi du voisinage préféré, manger ensemble, dormir ensemble. Donc en fait, pour quantifier ces relations d'affinité, le plus facile chez le cheval, c'est de faire du voisinage préféré, car les toilettages et contacts tactiles sont très courts et très fugaces et très peu nombreux dans un temps de 24 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une famille, donc la famille, le harem, où il y a les talons et les juments et les jeunes? Il y a une hiérarchie stable et des affinités. Donc, je vous ai marqué les différentes couleurs correspondant à ces différents éléments. Entre les juments, les plus anciennes dans la famille dominent les jeunes juments et les jeunes en général et ont une ou deux copines, plutôt de même rang hiérarchique. Entre la mère et ses jeunes, le lien est très fort puis de plus en plus lâche et le lien est maintenu jusqu'au départ du troupeau, même si le jeune a été sevré depuis longtemps. Entre les jeunes et les autres juments,
les jeunes sont dominés et montrent leur domination éventuellement par du snapping. Et entre les jeunes eux-mêmes, il y a beaucoup de jeux et de nombreux contacts. Bon, évidemment, tout ceci est très schématique et il y a beaucoup plus de subtilité dans toutes ces relations que celles qui sont décrites dans cette diapositive. Dans une famille, toujours ce harem, la hiérarchie est linéaire. C'est-à-dire que si un cheval A, en général une jument, domine un cheval B, qui domine lui-même un cheval C, le cheval A domine le cheval C. C'est relativement simple. Et il a été montré que la dominance est fonction de l'âge. Plus les animaux sont âgés, plus ils sont dominants, de l'ancienneté dans le groupe et de la taille. Et en fait, de ces trois éléments, on ne sait pas très bien quel est le plus important, puisqu'en général, ils sont reliés. Peut-être de l'ancienneté dans le groupe, peut-être de la taille. L'étalon n'est pas toujours le dominant. Et dans les groupes stables, chaque cheval connaît sa place et les agressions sont rares et de faible intensité. Alors, dans le groupe des étalons célibataires, la hiérarchie est plus compliquée et moins claire. C'est-à-dire qu'un cheval A peut dominer un cheval C, le cheval C, l'étalon C peut dominer un cheval B, mais ça ne prédétermine pas ce qui se passe entre A et B. Et en fait, dans un grand espace comme celui du Cosméjean, et c'est toujours le cas comme ça quand il y a beaucoup de chevaux ensemble, il y a également une hiérarchie entre les harems. Là, par exemple, on sait que, par exemple, la famille A va toujours aller boire avant la famille B. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que les domaines vitaux de ces familles se recouvrent sans arrêt. Mais les familles ne se mélangent pas. Donc, elles ont pratiquement le même espace pour vivre et elles restent séparées dans l'espace en restant très proches les unes des autres et assez séparées du groupe des étalons célibataires. Alors, comment se fait le maintien de la cohésion de ce groupe? Parce que les individus restent proches dans l'espace, ils ont des activités synchronisées, ils broutent en même temps, ils dorment en même temps. Et l'étalon a aussi son rôle puisqu'en fait il fait des conduites. C'est ce comportement que vous voyez ici sur cette photo où il a la tête très très allongée vers le bas et en fait il entoure son groupe en marchant rapidement afin de limiter la dispersion des animaux. À partir du moment où il y a un cheval étranger qui s'approche, notamment un étalon du groupe des célibataires, et quand il y a un danger. Et d'autre part, il a été montré que les activités de reproduction, les saillies, auraient un effet positif sur la cohésion du groupe. Alors maintenant, nous allons passer à un, enfin, un ou deux cas de structures sociales qui sont différentes de ce qu'on a vu là, puisque là, il s'agit de relations dans des groupes ou que de juments ou de juments et de hongres. Donc, quand il n'y a pas d'étalon, eh bien, en fait, la hiérarchie linéaire est également très nette. Et les dominances sont fonction également des mêmes critères, plus ou moins, âge, poids, ancienneté dans le groupe. Et par contre, on le sexe, il y a des gens qui disent qu'il y a un effet, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas. Donc en fait, on ne sait pas s'il y a un effet du sexe, en sachant qu'ici, le sexe, c'est des mâles castrés des hongres. Hein. D'autre part, je vous relate également une autre étude qui a été faite sur les relations sociales dans les groupes unisexes de jeunes chevaux de 1 et 2 ans.
puisqu'il est souvent réalisé en élevage, dire groupement d'animaux par sexe à partir de 1 an, en les laissant seuls entre eux. Et en fait, une équipe française a montré que les comportements de ces jeunes animaux étaient différents de ceux qu'on observe en groupes familiaux, ces jeunes animaux. Et que si on rajoutait des adultes, par exemple non apparentés, ici une dizaine de jeunes auxquels on rajoute deux juments qui ne sont pas des parents, on voit que les comportements amicaux augmentent, que la formation de groupe augmente et que les comportements agressifs entre jeunes diminuent, pardon, excusez-moi. Donc, s'apparente plus, tous ces comportements ressemblent plus à ce qui se passe dans un groupe familial. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les ânes, qui sont à l'origine des espèces de désert, hein, faites pour survivre dans des très grands territoires? Eh bien, donc, il est décrit dans les observations sur les animaux en conditions semi-naturelles et des ânes sauvages, des groupes sociaux instables, sauf entre la mère et ses jeunes. C'est ce que je vous ai figuré ici avec les pointillés, où en fait la mère et son jeune restent, ou ces jeunes restent un groupe stable, mais qui peut se mélanger ou non avec d'autres petits groupes de ce genre. Il semblerait quand même en conditions naturelles ou sauvages, que si la nourriture est abondante, les groupes sont plus stables. Quand, euh, quand il y a des mâles reproducteurs, quand c'est la saison de la reproduction, et cela a été décrit à la fois sur des ânes sauvages, mais aussi sur des ânes domestiques, les mâles en fait ont un territoire et n'en bougent pas. Ils appellent fréquemment tout le monde et restent dans leur coin. Et en fait, euh, ce sont les juments qui forment des groupes qui peuvent se rapprocher des mâles. Notamment, elles forment des sous-groupes de femelles sexuellement actives qui se rapprochent des mâles. Et en fait, elles essayent d'attirer l'attention du mâle. Celui-ci, en fait, peut se préparer à distance, rentrer en érection à distance en observant ces femelles qui, contrairement aux juments, se montent les unes sur les autres quand elles sont en chaleur. Donc, en application pratique, il est sans doute plus efficace de laisser, quand on veut faire reproduire un baudet avec une ânesse, les laisser un petit peu séparés tant que le mâle ne s'est pas préparé. Alors, comment ça se passe au niveau de la hiérarchie? Donc, le mâle, à ce moment-là, est dominant uniquement sur son territoire. Sinon, il y a une hiérarchie changeante entre les individus, toujours, sauf entre les adultes et les jeunes. Et donc, les ânes domestiques, c'est pas donc, hein, c'est plutôt une autre observation, forment facilement des paires, et cela a été montré dans une étude où 55 ânes étaient répartis en 7 groupes, et ces ânes n'avaient aucune activité de reproduction ou d'élevage, hein. C'était ou des femelles sans jeunes ou des mâles castrés. Tous ces animaux n'étaient pas des mêmes familles. Et ils étaient répartis en 7 groupes et 79% de ces ânes avaient un voisin préféré. Et dans ce cas-là, il n'y avait aucune hiérarchie et pas de territoire défendu. Alors, un cas particulier intéressant,
qui est une étude où les gens ont mélangé des chevaux, des ânes et des mules. Hein, vous voyez le schéma, c'est 8 chevaux, 4 mules, 4 ânes, et les ânes connaissaient chacun un des chevaux avant d'arriver. Au bout d'un an, dans la même au bout d'un an, dans la même pâture, qu'est-ce qu'ils ont observé, hein? Aucun pardon. Qu'est-ce qu'ils ont observé au bout d'un an? Euh, Eh bien, une hiérarchie entre les espèces. Les chevaux dominaient les mules, qui dominaient les ânes. À l'intérieur de l'espèce, la hiérarchie entre les chevaux était linéaire, entre les mules était assez linéaire et entre les ânes était pas du tout linéaire. Et au niveau des relations amicales, il y avait en fait euh, les groupes étaient faits aussi par espèce, avec deux groupes de chevaux, euh, le groupe des mules et le groupe des ânes. Donc, en fait, en conclusion, à l'état semi-naturel, les chevaux vivent en groupe stable et n'ont pas de territoire. Ils ont des liens durables avec d'autres chevaux de différents âges, avec un système d'affinité de hiérarchie, la hiérarchie permettant de limiter les conflits. Dans les groupes avec des adultes, les jeunes chevaux apprennent les comportements sociaux de l'espèce et les codes, donc les codes. À l'état semi-naturel, les ânes mâles reproducteurs ont un territoire. Les groupes sont plus instables, la hiérarchie est moins marquée que chez les chevaux et les ânes domestiques forment facilement des pairs. Voilà, j'en ai terminé avec cette conférence. Je vous rappelle que sur le même sujet, il y a eu 2 webconférences que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de l'IFCE, Equivode, une sur les communications sociales entre les chevaux et une sur pourquoi et comment mettre les chevaux en groupe. J'ai mis quelques références bibliographiques, une thèse en français et 2 articles en anglais. Et je vous ai mis ici les prochaines webconférences, hein, mardi prochain, jeudi prochain et le mardi de la semaine suivante, notamment cette webconférence qui concerne Brillant, en savoir plus sur les principes de l'apprentissage. Et pour en savoir plus, je rappelle que nous avons un blog qui s'appelle Comportement Bien-être IFCE et qu'il y a des livres intéressants qui concernent donc l'organisation sociale des chevaux, des éléments dans le livre sur le bien-être de l'IFCE, dans le livret de l'Université de Rennes et dans le livre de Hélène Roche chez Belin, Comportement et posture. Voilà, je pense qu'on va passer aux questions.